Donc maintenant, M. Le Gach qui va nous présenter son avis, son rapport. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, donc je vous présente effectivement aujourd'hui mon rapport pour avis sur la mission Travail, Emploi et Administration. Ça ne marche pas, ça y est. Alors, voilà, donc je disais que je vous présente mon rapport pour avis sur la mission Travail, Emploi et Administration des ministères sociaux dans un contexte économique et politique contrasté, vous le savez. D'un côté, la situation particulière de nos finances publiques implique un effort de redressement budgétaire auquel contribue fortement la mission, avec un recul de ses crédits de 1,48 milliard d'euros par rapport à l'année 2024. Et de l'autre côté, l'embellie sur le front de l'emploi qui ne faiblit pas, j'ai envie de dire pas encore, avec un taux de chômage pour l'instant toujours historiquement bas dans notre pays. Aussi, les efforts financiers doivent désormais être prioritairement orientés vers les personnes les plus éloignées de l'emploi et la maîtrise de nos dépenses publiques ne doit toutefois pas se faire au détriment des politiques de l'emploi ambitieuses que nous portons maintenant depuis plusieurs années. Nous ne devons pas non plus renoncer à l'objectif du plein emploi dans notre pays. À compter du 1er janvier 2025 et conformément à la loi que nous avons votée en 2023 pour certains d'entre nous, toutes les personnes éloignées de l'emploi, notamment les bénéficiaires du RSA, devront être inscrites auprès de l'opérateur France Travail afin qu'elles puissent bénéficier d'un suivi renforcé. J'en viens à présent au détail des crédits par programme. Le programme 102, tout d'abord, accès et retour à l'emploi, qui a pour objectif de favoriser l'accès et le recours à l'emploi des demandeurs d'emploi. Ce programme porte la mise en œuvre de la loi du 18 décembre 2023, je viens de le dire, pour le plein emploi et les crédits accordés à France Travail. En 2024, l'opérateur a bénéficié d'une subvention pour charges de service public à hauteur de 1,35 milliard d'euros, en hausse de 100 millions déjà par rapport à 2023. Et conformément à la convention tripartite 2024-2027 liant France Travail et ses deux financeurs, qui sont l'État et l'UNEDIC, il est prévu de reconduire en 2025 le même montant de 1,35 milliard d'euros. La stabilisation de ce montant permettra donc d'assurer non seulement l'orientation de tous les demandeurs d'emploi signataires du nouveau contrat d'engagement, dont les bénéficiaires du RSA, et de surcroît de conduire une mission d'appui et de soutien aux instances de gouvernance du nouveau réseau. Alors que Pôle emploi avait bénéficié de 300 équivalents temps plein supplémentaires en 2024 pour faire face au déploiement du nouvel opérateur, le plafond d'emploi de l'opérateur a été revu en 2025 à la baisse de 500 équivalents temps plein. Si l'effort demandé n'est pas négligeable, et il sera très commenté, j'imagine, tout à l'heure ensemble, il me semble néanmoins, pour ma part, cohérent avec la trajectoire attendue et déjà mis en place par l'opérateur France Travail à l'horizon 2027, date à laquelle France Travail s'est engagé dans un plan d'efficience visant au moins 2900 équivalents temps plein. Dans la continuité des années précédentes, le gouvernement fait le choix auquel je souscris au sein de ce programme 102, de diminuer le nombre d'entrées en contrat aidé afin de les recentrer réellement sur les publics les plus vulnérables. Le programme 103, qui vise maintenant à accompagner les mutations économiques et le développement de l'emploi, connaît une baisse réelle de l'ordre de 2,82 milliards d'euros. Cette contraction est due au recul des moyens consacrés à l'apprentissage. Alors que l'objectif d'1 million d'apprentis a été atteint en octobre 2023, je tiens à rappeler ici mon attachement à ce dispositif et à mettre en garde contre un possible enrayement de la dynamique observée depuis 2018. En effet, s'il n'est pas illégitime de rationaliser les aides à l'apprentissage dans un contexte de consolidation budgétaire, la modulation ne devra pas se faire, à mon sens, au détriment d'une part des petites entreprises et d'autre part des diplômes inférieurs à Bac+3. Alors que l'image de l'apprentissage évolue, il faut qu'on s'en félicite, et n'est désormais plus cantonnée aux seules formations infra-bac. Il serait regrettable, à mon sens, de limiter l'aide au niveau bac ou infra-bac. Par ailleurs, et il faut le rappeler, les entreprises de plus de 250 salariés sont déjà éligibles sous certaines conditions restrictives, puisque ces entreprises ne peuvent embaucher un nouvel apprenti que si elles comptent au moins 5% de leur effectif en alternance ou 3% avec une dynamique de 10% dans l'année écoulée. Les critères de la modulation sont certes d'ordre réglementaire, mais je dois dire que je regrette que nous ayons aujourd'hui ces discussions sans connaître encore les arbitrages de l'exécutif, car face à cette incertitude, les
les entreprises commencent à nourrir une certaine... il y a un climat d'incertitude et donc une certaine inquiétude des entreprises, puisqu'elles ne connaissent pas les règles qui devraient rentrer en vigueur d'ici maintenant moins de 2 mois, puisque nous sommes déjà arrivés à mi-novembre. Enfin, j'en viens au crédit des programmes 111 et 155. S'agissant des crédits du programme 111, amélioration de la qualité de l'emploi et des relations au travail, ce sont des crédits qui concernent essentiellement les financements qui sont essentiellement consacrés au financement quasi constant de l'activité de l'ANSES à hauteur de 8 millions d'euros et de l'ANACT pour 11,3 millions d'euros. Donc des crédits qui sont stables. Concernant les crédits du programme 155, soutien aux ministères sociaux qui entérine la fusion des programmes 124, conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales jusqu'alors rattachées à la mission Solidarité, Insertion, Égalité des chances, et l'ancien programme 155, conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail, le périmètre élargi implique une hausse significative des crédits à hauteur de presque 2 milliards d'euros. Cette hausse n'appelant pas d'autres commentaires particuliers, voilà les quelques remarques que je souhaitais faire sur l'évolution des crédits et auxquelles je donne un avis favorable. J'ai choisi maintenant, dans le cadre de cet avis, sur la partie thématique du rapport, d'évaluer en particulier le contrat d'engagement jeune, le CEJ. Ce dispositif est mis en œuvre depuis le 1er mars 2022. Nous avons donc un peu de recul maintenant par les missions locales et France Travail en remplacement, on l'a dit tout à l'heure, de l'ancienne garantie jeune. Il constitue aujourd'hui le principal, sinon le seul d'ailleurs, dispositif d'accompagnement adressé aux jeunes éloignés de l'emploi pour un coût estimé à hauteur de 864 millions d'euros en 2024. Les auditions que j'ai pu mener dans le cadre de cet avis permettent de dresser, chers collègues, un bilan globalement positif du CEJ et encourageant pour l'avenir. Le CEJ, en effet, se singularise par l'accompagnement intensif et personnalisé qu'il propose donc aux jeunes âgés de 16 à 25 ans qui sont ni en emploi, ni en études et ni en formation. Les jeunes signataires du contrat bénéficient de points réguliers avec un conseiller référent unique et ont l'obligation de réaliser 15 à 20 heures d'activité minimum par semaine, encadrée ou en autonomie. Le contrat ouvre en contrepartie également droit au versement d'une allocation mensuelle dont le montant maximum s'élève à 552 € pour les jeunes majeurs rattachés à un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu. Le dispositif a rencontré son public entre mars 2022 et septembre 2024. Ce sont 792 000 jeunes dans notre pays qui ont signé un CEJ, dont 2 tiers en mission locale et 1 tiers à France Travail. Près de 80% des signataires du CEJ perçoivent l'allocation. Les jeunes peu diplômés sont les premiers bénéficiaires du CEJ. Or, on sait que le niveau de diplôme détermine encore en grande partie l'insertion dans l'emploi. Plus des 2 tiers des jeunes suivis en 2022 et 2023 ont un niveau inférieur ou égal au niveau CAP ou BEP. Et un jeune sur 5 vit dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et 13% habitent dans une zone dite de revitalisation rurale. Les retours de terrain décrivent des jeunes bénéficiaires souvent isolés, qui entretiennent un rapport négatif à l'école et expriment de fortes inquiétudes vis-à-vis de leur orientation. Le CEJ leur offre donc un cadre structurant et une relative sécurité financière favorable à la redéfinition des projets professionnels cohérents. La mise en œuvre du volet jeunes en rupture du CEJ, qu'on appelait le CEJ rupture, par 263 porteurs de projets, a également permis d'élargir les publics ciblés et de repérer près de 21 000 jeunes en difficulté. Le CEJ rupture, la nouvelle offre, intégrera la nouvelle offre de repérage et de remobilisation dit O2R, issue de l'article 7 de la loi plein emploi. Il ne sera donc pas reconduit en l'état en 2025, mais va intégrer cette nouvelle offre de repérage. J'attire l'attention ici sur le fait qu'il est essentiel d'assurer effectivement une continuité des actions du CEJ rupture dans le cadre de cette nouvelle offre, car il correspond vraiment à un public en grande difficulté. Les premiers éléments d'évaluation du CEJ en termes d'accès à l'emploi sont donc encourageants. Au 6e mois suivant leur sortie du dispositif, 55% des jeunes entrés en CEJ entre mars 2022 et juin 2023 sont en emploi, 55%, et 33,5% sont en emploi durable. Vous savez la définition de l'emploi durable, c'est-à-dire en CDI, en CDD ou en CDI de plus de 6 mois. Des évaluations plus approfondies de l'impact du CEJ sur les trajectoires des jeunes sont attendues en 2025.
Plus de 2 ans après le lancement de ces dispositifs, il y a donc lieu, je crois, aujourd'hui de se féliciter d'un dispositif qui a su s'adapter aux besoins des jeunes en difficulté et qui contribue également à redonner du sens au métier de conseiller en mission locale et à France Travail. Jeunes et conseillers valorisent unanimement les liens de proximité et de confiance qui peuvent se nouer dans le cadre d'un suivi en CEJ. D'après les auditions que j'ai menées, le dispositif peut toutefois être encore amélioré à plusieurs niveaux. Tout d'abord, j'ai vraiment noté un besoin de simplification administrative, particulièrement en mission locale. On me dit notamment que l'outil informatique est encore très compliqué. Ensuite, le système de sanctions semble trop strict. Le système de sanctions prévu au niveau réglementaire n'apparaît vraiment pas adapté pour inciter les jeunes à suivre le programme et prévenir donc leur décrochage. Sa révision est en cours, je crois, d'après les informations transmises par les services du ministère. L'accent doit être également mis sur le développement et la qualité de l'offre d'activité proposée aux jeunes. La capacité des opérateurs à proposer une offre d'activité diversifiée et adaptée au profil des jeunes suivis détermine en effet en grande partie l'efficacité du dispositif par rapport à d'autres dispositifs d'accompagnement. Cette offre doit être développée de façon plus homogène entre les territoires et mutualisée entre les 2 opérateurs. Elle mobilise également encore insuffisamment les entreprises locales, si bien que l'offre de stage et de période de mise en situation professionnelle dans le cadre du CEJ demeure parfois limitée. Enfin, le développement des coopérations et des partenariats entre les différents acteurs locaux et nationaux œuvrant pour l'insertion des jeunes est un réel levier d'amélioration du CEJ. À ce titre, une attention toute particulière doit être portée au renforcement de la coordination entre les missions locales et France Travail, mais également avec d'autres structures d'accueil comme l'EPID, l'établissement pour l'insertion dans l'emploi, les écoles de la deuxième chance ou encore l'agence du service civique. Les moyens qui sont alloués au CEJ dans le PLF 2025, on vient de le voir, permettront de pérenniser le dispositif. C'est une bonne nouvelle. Les objectifs d'entrée en CEJ sont maintenus en 2025 à la même hauteur. Je finis, Monsieur le Président. 200 000 jeunes en mission locale, 85 000 jeunes à France Travail. Et donc les crédits sont stabilisés à hauteur de 786 millions d'euros. Je me félicite, Madame la Ministre, chers collègues, de ces arbitrages qui permettront de pérenniser le dispositif. Un dispositif d'accompagnement innovant, intensif et personnalisé au bénéfice des jeunes, encore une fois, les plus éloignés de l'emploi. Je vous remercie.